Merci d'avoir pensé à cette rencontre absolument nécessaire pour penser les liens entre les différentes vagues de féminisme. Aussi poser la question du féminisme aujourd'hui en Belgique, qu'est-ce que ça signifie? Et créer un espace de réflexion comme celui-ci est essentiel. Donc merci au nom de notre collectif pour cette initiative. Alors, le temps nous est compté, donc il va falloir faire très bref. Ça va être un exercice qui n'est pas évident, puisque l'afroféminisme est une question très large, avec pas mal d'enjeux. Et surtout, il y a encore beaucoup de méconnaissances par rapport à ce mouvement et un petit peu les différentes questions inhérentes à la pensée afroféministe. Alors je vais essayer en introduction de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je sais qu'il y en a qui connaissent puisque j'ai reconnu pas mal de visages qui viennent à nos rencontres, événements et mobilisations. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous parler de l'afroféminisme en général et plus particulièrement de notre collectif. Donc notre collectif a été fondé, enfin ça fait maintenant la deuxième année qu'on est active ici en Belgique et on a aussi la chance d'être actif aussi au niveau européen, dans le sens où on intervient beaucoup dans différents pays. On va faire des interventions, si on prend part à des mobilisations, des rencontres européennes, que ce soit par exemple récemment en France, on a été co-organisatrice du Niasopo Festival, qui est le premier festival afroféministe européen. On a également été en Suisse, à Amsterdam, un petit peu partout, pour justement créer des ponts entre les différents mouvements de féminisme décoloniaux. Et c'est vrai que ces dernières années, enfin cette année-ci particulièrement, il y a beaucoup d'intérêt par rapport à la question afroféministe. Mais ce qu'on voudrait dire, en tout cas dans le cadre de notre collectif, notre afroféminisme, il est inclusif, il est intersectionnel, il est pro-choix, en termes que ce soit de port du hijab, d'avortement, de religion et de toute orientation. Donc ça c'est important. Et puis aussi les non-mixtes. Alors ça c'est un principe très fort de l'afroféminisme, c'est que la non-mixité est essentielle puisque c'est aussi une façon d'éviter que toute une série de rapports de force genrés se reproduisent au sein même de notre structure. Et donc, les mouvements qui se revendiquent politiquement comme afroféministes, c'est en fait une règle de base. Par exemple, quand on a organisé le Niasopo à Paris, qui était porté exclusivement par des collectifs qui se définissent afroféministes, c'est tous des collectifs qui sont non-mixtes, en fait, dans leur fondement, puisque c'est vraiment quelque chose d'important pour rester dans un espace safe, justement. Alors aussi important, puisque certaines personnes découvrent seulement à l'heure actuelle l'afroféminisme, être femme noire, ce n'est pas être afroféministe. Être féministe noire, ce n'est pas être afroféministe, puisque l'afroféminisme répond à toute une pensée, un courant qui prend son ancrage en fait. L'afroféminisme s'inscrit dans des luttes séculaires qui ont été menées sur le continent africain, dans les Caraïbes, dans les diasporas, par les femmes afrodescendantes, par aussi les mouvements queer noirs, puisqu'il y a un ancrage aussi, quand on parle d'afroféminisme, on fait le lien aussi avec le black feminism, qui est né dans les années 70 aux États-Unis, donc avec toutes les revendications des mouvements queer noirs. Alors aujourd'hui, on entend, je vais faire le lien ici, parler de concepts comme l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un concept qui a été, je dirais, diffusé, démocratisé, connu dans les années 90, mis en place par la sociologue Kimberly Crenshaw. Et il faut savoir qu'avant ça, c'est important de le dire parce que l'afroféminisme, même s'il y a beaucoup de concepts, de termes autour de ce mouvement, il y a vraiment un jargon très spécifique, c'est avant tout une expérience en réalité. Et donc on part toujours de l'expérience des personnes qui se considèrent femmes ou qui sont assignées femmes et qui sont noires, afrodescendants. Et donc quand on parle d'intersectionnalité, on en entend beaucoup parler dans les milieux associatifs, un peu de tout genre, de gauche, dans les milieux universitaires, mais son ancrage, il est vraiment, je dirais, queer. Donc c'est partir du fait que il y a toute une série de réalités qui concernent l'expérience des femmes afrodescendantes et des personnes qui s'assignent comme femmes
Et en fait, il n'y a pas de hiérarchisation entre ces différentes compositions, différentes particularités qui peuvent faire l'objet d'oppression, que ce soit la classe, la race, le genre, le handicap, l'orientation sexuelle, l'orientation religieuse, la morphologie aussi, puisqu'il y a toute une série d'oppressions qui concernent par exemple ce qu'on appelle la grossophobie. Et pour l'afroféminisme, lutter contre la grossophobie, c'est très important puisque la dimension du corps, puisque le corps noir est politique en raison de son ancrage historique. Si on prend le rapport au corps des femmes noires à la période de l'esclavagisation et de la colonisation, la manière dont le corps noir et le corps des femmes noires a été instrumentalisé, objectisé, animalisé, hypersexualisé, chosifié, etc. Voilà, il y a toute une dimension de revendication à travers le corps qui est aussi très importante au niveau de l'afroféminisme. Donc toutes ces compositions-là sont importantes et ça fait référence à la dimension de l'intersectionnalité. Je rappelle, l'ancrage de l'intersectionnalité est bien noir, puisqu'on assiste maintenant au blanchiment de l'intersectionnalité. C'est-à-dire aussi, on dépolitise tous les enjeux liés à ces questions-là. Et donc, on aime bien vraiment repartir voilà, à l'histoire aussi de concepts qu'on entend un petit peu partout aujourd'hui et de parler de voilà, leur contexte aussi d'émergence. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'afroféminisme est un courant politique qui a une vocation, donc une dimension collective. Il s'inscrit dans les luttes antiracistes politiques. Et donc c'est important aussi de le rappeler. Ce qu'on voudrait aussi mentionner par rapport à notre collectif, pourquoi est-ce qu'on est 3 ici? C'est une importance en fait, puisque notre présence est politique et ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne parle jamais de la femme noire. En fait, quand on parle de femme noire, pour nous, c'est encore une forme d'agression, dans le sens où ça nous essentialise et ça nous stigmatise. Et donc, si on est 3 ici, c'est pour représenter justement la pluralité, la diversité des voix, des parcours, des expériences des femmes noires. Donc, pour nous, c'est très important également. Alors, je vais passer la parole à Alicia. Donc, dans notre collectif, on a vraiment de femmes de toute origine, de trajectoires très diversifiées, que ce soit des Caraïbes, un petit peu tous les coins de l'Afrique, également d'Amérique latine et des États-Unis. Et donc, c'est aussi l'afroféminisme qu'on veut porter. C'est un afroféminisme qui est pluriel et qui représente cette complexité. Donc, je vais céder la parole à Alicia. Okay, so I hope it's okay that I speak in English. If it's not, I apologize. I'm just going to speak very briefly because I think we have a lot of speakers. But just quickly, a main thing that Afrofeminists deal with on a daily basis is fighting against misogynoir. Sorry for the pronunciation, but that's basically misogyny, and that's discrimination against black women. So there are really, at least especially from an African American perspective, we have, 4 types of misogynoir that we see really on a daily basis in movies, magazines, and the radio. So first, est-ce que tout le monde comprend plus ou moins ou il faut traduire en très condensé? Ça va? Okay. Okay. Right, so the 4 types of misogynoir is first you have the sassy black woman who you see on television and she's snapping her fingers, and it's quite funny, but actually it's a large amount of women and not everyone is like that. And so the issue is when you have this sassy black woman, you don't take her very seriously. So for example, in the workplace, if you have maybe a black colleague, you just assume that she's sassy and she's probably not likely to get a promotion or anything like that. The second example is the strong, independent black woman who doesn't need a man. This is another image of us being very strong, and we have a lot of weight on our shoulders, taking care of the family. And what happens here is then often black women don't seek help. And when you don't seek help, then you don't take care of yourself. So we're really trying to work on self-care for black women. The third image is the hypersexualized Jezebel. After colonialism, after slavery, our bodies were objects that you could take without asking. So because of this, we're seen as very sexual, very promiscuous, and I know we have music, maybe there's, women in rap videos, that's a different topic, but in any case, the over-sexualization of our bodies means that we have to take it back.
and we have to take back our sexuality. And the last image we have of misogynoir is the angry black woman. I know just from speaking to friends of mine, people often assume that we're mad for no apparent reason. And as I said, we're a big group of women and lots of different personalities. And just because someone's black doesn't immediately, you shouldn't assume that they're upset about something. So these are kind of just 4 things of misogynoir that we deal with on a daily basis. And these things are something that Afrofeminists are trying to raise awareness about. Thank you. Comme nous sommes ici pour parler de la décolonisation des mentalités et de nos pensées, je pense qu'il est important qu'on aborde la question du féminisme blanc. Le féminisme blanc, c'est ce que on considère comme le féminisme, qui d'une certaine manière se considère comme universel, dans le sens où il s'est d'une certaine façon imposé aux femmes racisées, c'est-à-dire les femmes non blanches, dans un processus de colonisation. Même si la lutte des féministes et des femmes contre le patriarcat est universelle en effet et internationale, les problématiques, les objectifs et les armes utilisées sont très localisées et très liées à des spécificités culturelles. Et c'est ce genre de diversité de féminisme qu'on essaie de mettre en évidence. Lorsque, en tant que femme noire, on a essayé d'entrer dans des groupes entre guillemets de féministes blancs, on s'est retrouvé, on n'a pas trouvé de réponse ou de dialogue avec les femmes en face de nous, dans le sens où nos problématiques qui sont surtout liées, qui sont également liées au racisme, à la colonisation, au colorisme, ne sont pas considérées comme faisant partie des luttes féministes. Le fait que, en fait, durant la période coloniale, les féministes françaises, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, se sont effectivement intéressées au peuple colonisé et au prolétariat. Elles ont surtout montré leur support et leur solidarité avec ces peuples-là et ces groupes, dans le sens où elles se sont tous considérées comme victimes du capitalisme et de l'impérialisme. Mais en même temps, elles ont montré un regard très maternaliste envers les femmes non blanches, dans le sens où elles les ont regardées avec un filtre exotique, où elles ont essayé de les aider d'une certaine manière de leur culture sauvage, en mettant en évidence des questions qui mettaient surtout la différence entre elles, femmes blanches, et les femmes non blanches. C'est-à-dire des questions, par exemple le voile, la polygamie, l'excision, qui faisaient une image très exotisée et très lointaine par rapport à elles. Et en effet, à un certain moment, les femmes françaises ont elles ont collaboré avec le projet colonial, dans le sens où, pour leur propre agenda, dans le sens où elles ont essayé de montrer ce que les femmes pouvaient apporter à la société française au niveau socio-culturel et au niveau politique. Elles ont fait ça en éduquant les femmes racisées pour leur montrer le chemin qu'il faut prendre pour être une femme moderne et pour correspondre plus en fait aux cultures occidentales. Donc voilà. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'elles ont créé cette image très exotique que nous connaissons aujourd'hui des femmes racisées. Bonsoir. Donc, je vais plutôt parler en fait du transféminisme. Je vais vous expliquer ce que c'est parce que je pense que peu de personnes savent, tout simplement. Et du transféminisme en Belgique. Le transféminisme, donc,
comment dire, une réflexion et une lutte à partir d'une position. Attendez, je suis en train de m'embrouiller, je reprends. Donc, qu'est-ce que le transféminisme? En fait, le transféminisme a comme objectif de mettre à jour et de mettre au jour les oppressions particulières que vivent les personnes transidentitaires. Les personnes transidentitaires, donc, vivent une oppression spécifique liée à leur assignation de naissance, qu'elle soit masculine ou féminine. Et le transféminisme utilise en réalité les analyses féministes du patriarcat pour comprendre comment ces oppressions ont été mises sur pied, des oppressions liées non seulement au genre, mais aussi au sexe, à la naturalité, à l'essentialisme, aux races, puisque des personnes trans sont aussi racisées, les personnes trans ont aussi des soucis de santé, donc il y a ici également toute une dimension pathologique qui a été imposée à partir du 19e siècle pour mettre d'un côté les personnes normales et les personnes anormales de l'autre. C'était également le cas pour les personnes LGBTQI dont nous faisons partie. Le transféminisme a donc a vraiment commencé à avoir ses lettres de noblesse dans les années 90 aux États-Unis et en Amérique latine, avec des personnes, souvent des femmes trans, comme Kate Bushland, Sandy Stone, Julia Serrano, ou là, un nom pas de califate, qui ont vraiment mis sur pied, qui ont commencé à analyser et ont utilisé en fait la particularité du féminisme, qui est à dire on parle de nous, pour nous, et on vous le dit à vous. C'est-à-dire qu'on reprend nous-mêmes nos propres savoirs, on les construit, on les met en expérience, on part de notre propre expérience pour vous dire quelles sont les oppressions que nous vivons dans un monde qui est en réalité patriarcal. Et ça, à partir du début des années 2000, le transféminisme a un peu migré, on va dire. Il est venu en Europe et surtout en France, où des personnes comme Sam Boursier, Maud Diostoma et Karine Spinera ont commencé à aussi réfléchir sur les oppressions spécifiques liées, par exemple, à la pathologie, à la psychiatrisation, à la psychanalyse, car en France, les personnes trans sont toujours aux mains de la psychanalyse, aux injonctions par rapport aux stéréotypes de genre, aux injonctions par rapport aux stéréotypes de corps. Voilà, il suffit. Ma voisine a parlé, par exemple, de l'objectivation des corps. Par exemple, pour parler de l'objectivisation des corps, on peut parler de Catherine Jenner. Ça, c'est une mythification du corps trans, et qui est vraiment partout, médiatique, et qui, en fait énormément de mal à l'ensemble de la communauté trans, car la communauté trans, comme toutes les communautés, nous avons des corps différents, nous vivons nos corps différemment, mais par rapport à un exemple bien médiatique, l'ensemble de la communauté, je veux dire, patriarcale, qu'elle soit, je veux dire, qu'elle se batte ou qu'elle ne se batte pas contre, va penser les transidentités à travers quelques rôles, quelques images. Il y a vraiment une mythification du corps trans, comme il y a eu une mythification des corps racialisés. Il y a vraiment, donc, ce qui est intéressant aussi chez nous, enfin en tout cas dans le transféminisme, c'est que non, nous ne sommes pas intersectionnels, nous sommes transsectionnels. C'est-à-dire qu'en réalité, les oppressions que nous vivons peuvent être vécues par des personnes racialisées, mais avec des spécificités raciales, spécificités coloniales, spécificités dues à la religion. C'est vraiment, comment je veux dire, la difficulté de notre mouvement, c'est qu'il recoupe vraiment toute une série d'oppressions, de classification, de hiérarchisation, de pathologisation. Il faut savoir que, quoi qu'on puisse vous dire, je suis considéré comme une malade mentale. Je souffre d'une psychopathologie qui s'appelle la dysphorie de genre. Elle est toujours dans les documents, les 2 livres de référence de la médecine. L'Organisation mondiale de la santé nous considère comme des malades mentales. Nous sommes classifiés avec les paraphilies, avec, comme copains et copines, les zoophiles et les pédophiles. Donc voilà ce que nous sommes, pour
pour l'ensemble du monde médical. Et nous nous battons pour le refus, pour sortir nos identités de ces deux, de l'Agence mondiale de la santé et également de l'Agence américaine de psychiatrie qui vient de sortir un DSM-5 où, en fait, je souffre d'une psychopathologie. Je voulais dire, nous, en tant que transféministes, nous ne nous battons pas seulement pour changer le monde. Nous, changer le monde, ça ne nous intéresse pas. Parce que changer le monde, c'est donner des lois. Et comme disait Foucault, on vous crée des espaces de liberté. Et qui vous crée des espaces de liberté? Ceux qui ont déjà le pouvoir. Ce qu'il nous faut, nous, c'est nos espaces de liberté. Comme dit Sam Boursier, on a un peu marre que ce soit les autres qui nous disent comment faire, comment faire. Nous devons donc nous-mêmes créer nos propres espaces de liberté. Et pour créer des espaces de liberté, il faut transformer la société, il faut transformer le monde. Donc en réalité, notre ennemi, qui est le même que pour toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est réellement l'organisation patriarcale, qui n'est pas uniquement une organisation qui va, hiérarchiser entre hommes et femmes, mais qui va dire ce qu'est un homme et une femme. Et l'idée déjà de se poser la question comment les groupes sont fondés, comment les groupes ont été créés, on se rend compte que c'est vraiment, on s'attaque à quelque chose de vraiment fondamental en se demandant comment nos groupes ont été fondés, sur quels critères. Qu'est-ce qui dit que vous êtes une femme? Qu'est-ce qui dit que vous êtes un homme? Par rapport au corps, mais la nature, qui pense la nature? Comment a été pensée la nature? Sur quelle base? L'hétérosexualité et la procréation. Voilà. Donc, les bases même du patriarcat. En Belgique, quel est le statut? Qu'en est-il du mouvement transféministe? Là, je vais vous dire qu'en fait, qu'il est totalement embryonnaire, individuel. Il n'y a pas de structure. Mon association, toujours en pluriel, se dit transféministe, mais parce que nous sommes encore à nous battre pour être simplement considérés comme des êtres humains, on ne peut pas avoir d'agenda politique plus puissant. Parce que si on a un agenda politique plus puissant, on coupe l'embryon qu'on pourrait avoir, c'est simplement d'avoir les mêmes droits que vous. Savoir simplement s'auto-identifier et se dire, voilà, et simplement de dire, j'ai pas envie de donner une attestation de psychiatre pour dire que je suis malade. C'est pas à lui de dire si je suis en bonne santé ou pas. Donc, le mouvement, en fait, est vraiment embryonnaire, mais il correspond, il y a toute une série de personnes, en Saint-Jean-Pérez, en règle générale, ou en Flandre, qui pensent le transféminisme au niveau individuel. Et donc, on s'échange, on parle. Moi, j'ai essayé de mettre sur pied un colloque transféminisme et intersectionnalité, mais hélas, j'ai eu un petit problème avec la partie intersectionnalité. Mais la volonté, c'est vraiment de montrer qu'à travers les transféminismes, on peut révolutionner notre société. Je vais parler de quelques petites deux choses. Beaucoup d'hommes trans, donc qui ont été assignés femmes, se posent la question, ils ont, parce qu'il faut les enlever au masculin, ont souvent un parcours féministe avant leur transition. Une fois qu'ils ont fait leur transition, ils sont individualisés comme des hommes. Et c'est incroyable le nombre d'hommes trans qui me disent, moi je ne sais pas si je peux encore me dire féministe. Et donc ils ont eux aussi le besoin, ils savent plus se placer. Chez les femmes trans, c'est tout à fait différent. Ayant été éduquées comme des garçons, ayant été vraiment obligées à vivre en tant que garçons, elles ont bien souvent intégré le fait qu'elles ne peuvent pas, que le féminisme est dangereux pour elles. Et donc, pour être féministes, elles doivent se déconstruire pour pouvoir vraiment atteindre, je veux dire, l'essence même de ce qui fait leur oppression. Le patriarcat qui a genré, qui a pathologisé et qui a en réalité hiérarchisé ce qui est sain, propre et juste. Voilà.
Alors bonsoir à toutes et à tous. D'abord merci Projeune pour cette invitation à cette soirée. Donc je me présente, je m'appelle Geneviève Kaninda, je suis vice-coordinatrice au sein du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et je suis également responsable de la cellule afro-féminine, toujours au sein du collectif. Cette cellule est composée exclusivement de femmes afro-descendantes. Et elle se préoccupe en fait de toutes les questions qui touchent de près ou de loin à la femme africaine, donc ça touche à l'afroféminisme, mais aussi plus globalement à la place de la femme afrodescendante dans notre société actuelle, et aussi elle tend à valoriser justement les actions de celle-ci, toujours ici en Belgique. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelée cellule afroféminine? Déjà, elle est non mixte, et pour nous, vu que notre domaine de prédilection c'est la mémoire coloniale, et que nous sommes dans un mouvement de décolonisation de la pensée, le féminisme dans notre vision renvoie à un concept qui selon nous n'était pas un concept qui avait pour but de défendre les intérêts de la femme noire dans son essence. Et c'est pour ça qu'on appelait cette cellule afro-féminine. On a eu à intervenir il y a quelques mois, je pense que c'était au mois de juin, lorsqu'un prof a tenu des propos assez, je ne vais pas dire limite, à l'université, au sein de l'IEX. Voilà, raciste, c'est sexiste et même homophobe, parce que la liste est très très longue. Il n'y a pas que les femmes noires qui ont fait les frais de ce cours. Donc on a eu à intervenir, à sortir un communiqué justement par rapport à ce qui s'était passé. On a suivi encore le dossier parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de revoir ce professeur par la suite il y a peut-être un mois. Et je peux vous dire que cette rencontre n'a servi à rien. Parce que nous ne semblons toujours pas comprendre pourquoi ces propos étaient problématiques. À côté de ça, on a aussi animé un atelier pluriel, donc aussi là, qui cette fois-ci visait à promouvoir la femme noire et la valorisation de ses actions dans notre société. Je vais passer maintenant à l'objet de mon élocution, à savoir les questions du féminisme et la mettre en lien avec la question décoloniale. Si on prend, donc je vais commencer par expliquer le féminisme et la colonisation et les entremêlements de ces deux concepts. Si on fait, pour la petite partie historique, si on observe sur une ligne du temps, on se rend compte que l'histoire du féminisme, je vais dire féminisme belge pour éviter de dire européen parce qu'il y a quand même des disparités, le féminisme belge a émergé, s'est développé en parallèle avec l'entreprise coloniale. Mais vraiment, je dirais même concomitamment. Ils émergent quasi en même temps. Donc sans refaire l'histoire de la colonisation au Congo, ça débute dans les années 1880. La colonisation en tant que système, c'était une affaire d'hommes. De la conception intellectuelle à la mise en place même du système, c'était une affaire d'hommes. La conférence de Berlin, il n'y avait que des hommes à la table. Mais bon, soit. Maintenant, dans la colonisation en tant que telle, hormis le cas des religieuses qui étaient sur place au Congo, ce sont essentiellement les hommes qui sont envoyés sur le terrain. Et la présence des femmes belges, en fait, ne se fera voir qu'à partir de 1920, concrètement. Et le rapport, je dirais, de la femme belge par rapport à la femme africaine est assez, assez bizarre, parce qu'on est en 1920, et en fait, au même moment, en Belgique, il y a une intensification des luttes féministes. En Belgique, par rapport au patriarcat, la puissance maritale, l'accès des femmes au suffrage législatif. Donc en fait, les femmes qui partent en colonie sont des femmes qui sont imprégnées d'idées féministes. Mais dans le même temps, quand on les envoie au Congo, la colonisation, l'œuvre, le but, c'est quoi? C'est l'œuvre civilisatrice. C'est apporter la civilisation, sortir les indigènes de l'obscurantisme. Et donc les femmes qui arrivent sur le terrain en colonie s'organisent en petits réseaux, etc., organisent des réseaux informels de solidarité pour les femmes, etc. Et en même temps s'affilient à des organisations féministes belges, comme par exemple le Conseil national des femmes belges. Et elles arrivent sur le terrain avec pour mission, c'était la mission des femmes, d'éduquer et de moraliser la femme noire, qui est considérée comme encore plus inférieure que l'homme noir,
Pourquoi on estime que la femme noire est encore plus inférieure que l'homme noir? On dit déjà que l'homme noir, de par sa race, parce qu'à l'époque c'était ça, de par sa race est inférieur à la race blanche. La femme noire, elle, est d'autant plus inférieure à l'homme noir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans l'esprit des colons, des pratiques comme la polygamie, le mariage polygame, des pratiques comme la dot étaient vues comme des éléments d'asservissement de la femme noire. Et donc, ils envoient les femmes belges dans l'idée de rendre en fait la femme noire, d'émanciper la femme noire de l'homme africain. Et c'est un peu bizarre parce qu'en même temps on est dans un rapport de domination, mais en même temps ils disent il faut aussi émanciper cette femme africaine, donc allez-y, moraliser la femme africaine. Mais quand ils disent moraliser, évidemment ce sont avec les codes occidentaux, donc la chrétienté, les codes en soi occidentaux. Et donc on pourrait se dire, quand ces femmes qui sont quand même empreintes d'idées féministes arrivent sur le terrain, on pourrait se dire que en voyant les femmes africaines, il y aurait une sorte de solidarité biologique, on va dire, en se disant, voilà, on a des femmes en face, il y a aussi des femmes en face de nous, il y a peut-être un rapport qui pourrait se jouer. Et en fait, non, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on reste dans un contexte colonial. Et même imprégné de ces idées féministes et d'idées d'émancipation de la femme noire, il y a toujours ce rapport du fait qu'on traite l'africaine comme une grande enfant qu'on doit éduquer, qu'on doit moraliser, qu'on doit rendre digne d'être humaine, carrément. Et ça se lit dans les écrits de l'époque, notamment de l'Union des femmes coloniales, qui sortaient des bulletins mensuels, vraiment, qui tenaient des propos vraiment, en fait, qui parlaient à la place de la femme noire, et qui disaient, voilà, il faut absolument libérer la femme noire de l'homme africain, la polygamie, etc., etc. Et donc voilà, par rapport aux femmes noires, les femmes belges font preuve d'un véritable maternalisme, comme madame ici à ma droite, pardon, l'a dit, envers les femmes noires. Et donc du coup, j'en arrive au point de décoloniser le féminisme. Pourquoi il faut décoloniser le féminisme? Tout simplement parce que dans un contexte historique, le féminisme est né dans un contexte eurocentré en fait, où le rapport de l'autre s'est construit en termes de hiérarchie, de domination, et dans un contexte sous lequel une certaine civilisation occidentale serait une norme, un modèle forcément universel qui doit être suivi par tous. Et le féminisme a été empreint aussi le féminisme conventionnel, je parle, a aussi été empreint de cette idée. Et donc, ce postulat d'universalité du féminisme a été remis en question, et il a été remis en question parce qu'il ne parle pas à toutes les femmes, parce qu'il ne prend pas en compte tous les facteurs de domination et d'oppression, et l'histoire nous l'a montré, notamment si on prend dans le livre d'Angela Davis, Femmes, race et classe, dans la lutte dans la lutte des femmes blanches, donc les femmes blanches qui s'engagent dans la lutte contre l'esclavage. Finalement, quand on lit son livre, on se rend compte qu'après, finalement, l'objectif qui était l'émancipation déjà des femmes blanches, parce qu'elles en profitent, notamment dans cette lutte abolitionniste, pour faire parler leurs droits, que ce féminisme aussi a manqué à prendre en compte les facteurs de domination dont les femmes noires sont victimes, à savoir déjà la race, la classe, le genre. Et donc c'est pour ça qu'on discute maintenant de l'importance de l'intersectionnalité pour un féminisme qui arrive à englober chaque femme dans son individualité propre en fait. Et donc ça nous permet de dire qu'il n'existe pas un féminisme hégémonique, mais qu'il existe des féminismes en fait, tout simplement. On ne peut pas parler d'un féminisme qui serait unique, qui pourrait s'appliquer à tout le monde. On ne peut pas non plus parler de féminisme inclusif. Ça, je n'aime pas non plus, parce qu'un féminisme inclusif, ça veut dire que de nouveau, ce serait un concept de base, une norme, mais qui accepte certaines différences. Non. On doit parler en termes de pluralité. C'est comme ça que l'est féminisme. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai aimé le nom de la conférence, Visage des féminismes au pluriel. C'est comme ça que ça va s'entendre. Et par rapport maintenant à l'afroféminisme en Belgique, l'afroféminisme en soi n'est pas un mouvement nouveau en son essence, puisqu'il est né aux États-Unis dans les années 70.
mais il est nouveau pour nous dans le sens qu'il doit se transposer dans notre espace géographique belge, tout simplement. Parce que le contexte historique et social belge que les femmes africaines ont n'est pas le même que les femmes afro-américaines ont eu, que les femmes africaines sur le continent ont. Donc, à notre sens, il est important que ce mouvement soit adapté à nos réalités, et pour ça, ça nécessite un important travail d'analyse de ce qui a été fait sur le terrain déjà hier, de ce qui se fait aujourd'hui, pour mieux cerner les enjeux qui entourent la femme noire maintenant, à cet instant, dans la société belge, en fait. Et donc, de nouveau, et même dans cet afroféminisme, on ne peut pas dire que ce concept s'appliquerait à toutes les femmes noires. Parce que là, on retomberait de nouveau dans les mêmes travers que le féminisme conventionnel. Donc, c'est un exercice, en fait, cet exercice de prendre en compte toutes les différences, tous les facteurs qui pourraient amener des oppressions, est un exercice assez difficile et assez périlleux, mais qui nécessite un travail de fond, et c'est l'objet du travail, l'objet de la cellule afroféminine du collectif Noir Colonial. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous, et merci aux organisateurs et organisatrices pour l'invitation. Je parle aujourd'hui au nom de AOSA Belgium, Arab Women's Solidarity Association Belgium, et le sujet particulier qui m'a été demandé, c'est concernant les féminismes musulmans en Belgique et le rôle émancipateur de la femme musulmane en Belgique, en plus du sujet principal. Alors un petit mot sur AOSA, elle a été fondée en 2006, qui est comme ça a été bien dit, une association d'éducation permanente, mixte, féministe et laïque. Et AOSA a été inspirée par AOSA International, qui a été fondée en Égypte en 82 par l'écrivaine Nawal Saadawi, qui est une grande féministe dans le monde arabe, avec une septantaine de féministes du monde arabe, dont Fatima Mernissi, qui est une grande sociologue et féministe marocaine également. Et depuis le départ, le slogan d'AOSA International était « Dévoiler les esprits » ou « l'esprit ». Le savoir est une force et la solidarité des femmes est une force. Alors, nous étions en Belgique en 2004 dans une réflexion pour savoir, on se rendait compte que le mouvement féministe du monde arabe n'était pas représenté. Et donc, on était dans cette démarche de créer une association, et c'était l'occasion, on a rencontré Nawal Saadawi qui était de passage à Bruxelles à ce moment-là. Et nous, on était dans notre projet de créer une ASBL dans ce sens, et elle souhaitait aussi, parce qu'AOSA en Belgique, en Égypte, venait d'être fermée par le régime de Hosni Moubarak. Donc, on a pris le nom de cette association pour continuer symboliquement ce combat qu'elles ont déjà commencé. Alors, AOSA BE, pourquoi? Pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde arabe et ici, pour que les femmes originaires du monde arabe soient actives pour leurs droits et actrices de leur vie, pour refléter également le mouvement féministe du monde arabe et être un relais de ce dernier en Belgique. Et là, on peut parler des mouvements de femmes au Maroc, par exemple, et leur combat. On reviendra dans les débats sur ces questions si vous le souhaitez. Pour promouvoir également la laïcité dans le monde arabe, parce qu'on considère que beaucoup de pays du monde arabe sont déjà multiconfessionnels, et pour qu'il y ait une égalité entre les citoyens, on considère qu'une constitution, tous les pays du monde arabe actuellement, à part le Liban, je pense, ont dans leur constitution que ce sont des pays arabo-musulmans. Et donc, des pays comme le Maroc, par exemple, où une grande population est berbère et non arabophone, donc il y a une sorte d'exclusion d'une partie de la population. Le Soudan aussi, avant qu'il soit divisé en deux pays, la même chose. Donc la Constitution stipule que c'est un pays arabo-musulman, et pourtant la moitié n'est ni arabe ni musulmane. Et donc pour nous, la question de la laïcité, dans le sens laïcité politique et pas idéologique, donc séparation entre les religions et l'État est importante. Pour promouvoir également une autre image des femmes originaires du monde arabe et une autre image du monde arabe en général par la promotion de la culture, et pour créer des ponts entre les cultures.
Alors, je vais d'abord m'arrêter sur quelques amalgames qu'on entend souvent. Donc, il y a l'amalgame entre arabe et islam. Donc, il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a le féminisme du monde arabe et le féminisme musulman. Et là, je pense qu'au niveau du terme féminisme musulman, moi je dirais aussi qu'il faudrait mettre un S. Donc il y a des féminismes musulmans, et il y a le féminisme islamique également. Donc ça aussi, il y a plus, enfin, les termes sont importants, et j'ai l'impression parfois qu'on mélange un peu tout. Donc c'est vrai que Aoussa est mixte, mais on est majoritairement des femmes de culture musulmane, croyantes ou pas, pratiquantes ou pas. Mais on a d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes, qui ne sont pas arabes. Donc c'est une association mixte vraiment à tous les niveaux. Alors, l'assignation à une identité religieuse ou l'auto-assignation à une identité religieuse, tandis que l'identité, elle est mosaïque. Et surtout quand on habite dans son pays d'origine. Moi, je suis arrivée en 98, j'avais 28 ans. J'avais déjà une identité qui peut-être ne correspondait pas à une identité classique d'une Libanaise, dans les stéréotypes qu'on a je veux dire, même quand on n'a pas quitté son pays, qu'on n'est pas dans un pays d'accueil, ça ne veut pas dire qu'on a une seule identité, plutôt l'identité elle est multiple. Aussi, l'incompatibilité qui serait entre l'islam et la laïcité, comme si c'était une impossibilité, et pourtant, il y a beaucoup de musulmans qui sont laïcs, que ce soit ici ou dans le monde arabo-musulman, et aussi le fait de mettre la femme musulmane, la femme en général, donc c'est aussi, encore, je rejoins les intervenantes avant moi, donc il faut parler au pluriel aussi, il y a les femmes, et je ne me considère pas comme porte-parole des femmes musulmanes ici non plus. Alors pour nous, on parle des hégémonies, il y a des hégémonies, et mon point de vue, il est situé bien sûr, donc du fait que je viens du monde arabe, que je viens d'un pays qui est le Liban, qui est multiconfessionnel, donc il y a 18 confessions différentes au Liban, plus ou moins moitié musulmanes, moitié chrétiennes, et elles sont toutes malheureusement discriminatoires vis-à-vis des femmes. Et donc on est en train encore, si on parle de vague de féminisme dans beaucoup de pays du monde arabe, on est encore à la première vague, c'est-à-dire la vague, le stade de défendre des droits. Le droit de garder ses enfants après le divorce, le droit de témoigner comme un homme, etc. Donc voilà, mon point de vue est situé à ce niveau-là, et nous on parle de plusieurs hégémonies. Donc il y a une hégémonie occidentale, bien évidemment, capitaliste, au niveau économique, au niveau politique et du coup au niveau culturel. Parce que si je vous parle de mon petit village perdu dans la montagne du sud du Liban, il y a 30 ans, dans les mariages, c'était les gens qui chantaient, qui dansaient, qui créaient des poésies, etc. Maintenant, on a des chaînes, je veux dire, c'est comme si on a perdu toute touche locale, même culturelle, au niveau de la musique, etc. Même si c'est des chants libanais, etc. Mais il y a quand même une tendance qui gomme les particularités, même au niveau local. Au niveau, enfin, je ne vous parle pas au niveau international, au niveau de l'alimentation, quand on va dans un supermarché, qu'on soit à Bruxelles, à Beyrouth ou ailleurs, on trouve les mêmes produits, etc. Donc il y a cette hégémonie-là. Et d'ailleurs, cette hégémonie, il n'y a pas que le monde arabe qui en est victime, la Belgique aussi. Et il y a une hégémonie religieuse. Donc là aussi, la lutte pour la laïcité est importante. Parce que c'est un problème aussi qu'on a l'impression que dans le monde arabo-musulman actuellement, tout doit passer par la religion, comme s'il n'y avait pas possibilité de voir en dehors de la religion. Et malgré les efforts des réformateurs, ces efforts sont anciens, mais qui sont aussi actuels, on n'arrive pas encore. Il y a un jeu entre le politique et le religieux qui est toujours là, et qui malheureusement laisse les femmes dans une situation très très critique. Et j'ajouterai un mot sur la compétition Orient-Occident, et là je pense que, parce qu'on est en train de faire beaucoup d'amalgames on mélange le féminisme du monde arabe, le féminisme musulman avec l'afroféminisme, on fait une soupe.
Et je pense que l'histoire de l'esclavage n'a rien à voir avec l'histoire du monde arabe. Je veux dire, les Arabes ont participé à l'esclavage. Ils étaient eux-mêmes des esclavagistes. Il ne faut pas oublier ça. On ne peut pas lire l'histoire comme si les Noirs et les Arabes avaient le même passé. Et je pense que c'est important de dire oui, on subit peut-être en Europe, en France, etc., des discriminations, mais il ne faut pas mélanger les passés, il ne faut pas mélanger les histoires, il ne faut pas commencer à choisir. Moi, je choisis de lire l'histoire à partir d'une telle date. Parce que le passé, c'est le passé. Il n'y a pas juste une date. Et donc ça, c'est important. Et entre le christianisme et l'islam, il y a une compétition historique. Je veux dire, avec l'Empire ottoman, avec les croisades, etc., qui est toujours là, même si on n'en parle plus de cette manière-là, mais elle est toujours là. Alors, le féminisme, est-ce qu'il est hégémonique? Moi, j'ai envie de partager avec vous des questions plutôt pour qu'on y réfléchisse ensemble. Il me semble, et là je parle du point de vue du féminisme du monde arabe, que le religieux peut être un point de divergence, parce que dans tout ce qu'on a vu depuis 2004 sur les questions du voile, etc., on tourne, on se bat, on se divise, et qu'est-ce qui nous divise en fait? C'est la question de la religiosité, c'est l'expression de la religiosité, pas nécessairement chez les femmes, mais surtout chez certaines féministes islamiques, et parfois aussi le mélange chez certaines féministes entre la lutte communautaire et la lutte féministe. Alors, est-ce qu'on peut comprendre, en France, les réactions au voile sont complètement exagérées et discriminatoires. Maintenant, il ne faut pas non plus évacuer la question sans s'y attarder, parce que dans le monde arabe-musulman, la question du voile, elle est aussi politique. Et les partis islamistes utilisent le voile comme un étendard politique. Et donc on ne peut pas aussi ne pas voir cette question. Ça c'est un. Et deux, il y a en Europe un retour du religieux. Et les féministes européennes, quand même, se sont battues contre cette oppression de la religion. Par exemple, le droit à l'avortement. On voit de plus en plus de pays européens qui sont en train de reculer par rapport au droit à l'avortement. Et donc, oui, il y a une certaine angoisse chez certaines féministes, ce qu'on appelle blanches, d'un retour du religieux, pas seulement de l'islam, mais aussi du christianisme, et qui est vraiment un retour en arrière. Alors, quand j'ai parlé des féminismes musulmans, des féminismes islamiques, il y a effectivement, chez certaines figures du féminisme islamique en France et en Belgique, un certain rapprochement avec l'islam conservateur et politique. Et là, même au sein des mouvements de femmes du monde arabe, il y a des interrogations. Donc moi, je peux comprendre qu'on peut interroger comment on peut être féministe et à la fois conservatrice. Ça, c'est une question. On parle aussi, chez certaines féministes islamiques, de l'identité féminine musulmane. Et donc, est-ce que c'est pas hégémonique aussi de parler d'une seule identité féminine musulmane? Comment être une femme musulmane? Déjà, c'est très réducteur. Et deux, aussi, c'est quoi nature féminine, nature masculine? Et la question de l'homosexualité est complètement évacuée. Parfois pour des raisons de soi-disant c'est sacré et que voilà. Alors, on a aussi actuellement, c'est très à la mode de parler des féministes blanches, bourgeoises, etc. On peut tout à fait interroger tout cela, mais en même temps, les féministes musulmanes, les féministes du monde arabe, la première féministe du monde arabe, enfin une des premières, c'est Huda Sha'rawi, elle était aristocrate. Et c'est vrai que pour que les femmes, en général, que je ne sais pas dans l'afroféminisme si c'est le cas, mais à partir d'un moment où les femmes font des études ou alors s'investissent dans des sphères où elles ont cette conscience féministe et elles militent pour d'autres. Et donc, il n'y a pas que les féministes blanches qui sont bourgeoises, il y a aussi dans les mouvements des femmes du monde arabe, il y a aussi des femmes bourgeoises chez les féministes musulmanes également. Et une question aussi que une journaliste a posée, c'est que Marx était aussi bourgeois.
on ne se pose pas la question pourquoi on ne remet pas en question le socialisme parce que Marx était bourgeois. Et donc, pourquoi ces questions traversent autant le féminisme? Donc, moi, je m'interroge sur cette question-là. Et là, on revient à la question de les femmes, leur émancipation et leur rôle dans les communautés. Est-ce que c'est compatible, en fin de compte, avec les communautés ou pas? Alors, il est très important, donc, de prendre en compte l'importance du contexte dans lequel opère le féminisme. Par exemple, le féminisme islamique en Belgique et au Maroc, c'est pas la même chose. Donc, Madame Asma Lamraout, qui est une grande féministe et théologienne marocaine, elle parle clairement, elle a un article très, très intéressant dans le Jeune Afrique, et Dieu libéra la femme, où elle parle que dans le Coran, il n'y a rien qui empêche une femme musulmane de se marier avec un non-musulman, et qu'il n'y a rien qui est noté sur le voile, etc. Donc, elle va très loin, et elle va parler des choses que les féministes laïques du Maroc évoquent. Donc, elle évoque les choses d'une autre manière. Et donc voilà, est-ce que parce qu'on est en Maroc, on ose plus que parce qu'on est en Belgique à cause du racisme, à cause de la discrimination, de la stigmatisation? C'est des questions qu'on se pose. Alors Aoussa est féministe et antiraciste et l'approche intersectionnelle, même si je suis d'accord que parfois en même temps on met tout un peu dans ces termes. Et nous considérons des héritières du féminisme du monde arabe. Donc pour nous, le féminisme dans le monde arabe a commencé fin du 19e siècle. Donc c'était au même moment que le féminisme en Europe. Et donc on ne considère pas que ce sont les Européennes qui sont venues nous dire comment être féministes. Je pense que les femmes partout dans le monde, on est toutes victimes de ce système de patriarcat, et les femmes prennent conscience de leur subordination. Il faut pas, je ne pense pas que les femmes arabes ou noires ou autres ont attendu que les femmes européennes viennent leur dire mais là ça va pas, parce que je veux dire que même maintenant les filles à partir d'un certain âge, elles commencent à se poser des questions, mais pourquoi moi, pourquoi comme ça, etc. Donc c'est une prise de conscience, et nous on est héritières de ce mouvement de féminisme qui est né chez nous, donc fin 19e siècle, début du 20e siècle. Et les questions nationales étaient toujours au cœur des luttes des femmes, et ça je pense que c'est partout. Malheureusement, l'amour n'est pas réciproque, parce qu'en général, les femmes militent. Elles sont les premières à se sacrifier, elles sont les premières dans les révolutions, elles sont les premières à soutenir les causes de leur peuple, mais une fois que la cause est atteinte, hop, elles reviennent, elles sont forcées de revenir de là où elles sont parties. Et ça, c'est problématique. Et donc, pour moi, en quelque sorte, le féminisme du monde arabe a toujours été décolonial, dans ce sens-là. Pour nous, en tout cas, il n'y a pas de contradiction avec les... Parce que oui, d'accord, bien sûr qu'il y a des féminismes, et que le féminisme, la différence, c'est dans les stratégies. Pour nous, c'est plus dans les priorités et dans les stratégies. Mais le fond, il est le même. On milite contre le système patriarcal. Et je pense que c'est un peu le dénominateur commun qui peut ou qui doit nous unir, parce qu'à partir du moment où on n'évoque plus le patriarcat dans un discours, est-ce que c'est un discours féministe? Alors, sur le rôle émancipateur de la femme musulmane, donc j'ai repris la question comme elle a été posée, et donc émanciper, signifie affranchir d'une autorité, d'une domination, d'une tutelle, d'une servitude, d'une aliénation, d'une entrave, d'une contrainte morale ou intellectuelle, d'un préjugé, etc. Et pour nous, il y a deux émancipations. Il y a des émancipations des groupes, donc la lutte contre la colonisation, contre l'occupation, contre la domination économique, et l'émancipation des individus. Et la compatibilité entre l'émancipation des groupes et l'émancipation des femmes. Et actuellement, les femmes sont, à notre sens, piégées dans un choix qui paraît impossible. Et je pense que les groupes doivent se rendre compte, doivent comprendre que ce n'est pas sur le dos des femmes qu'ils doivent s'émanciper. Je vais vous citer juste
un paragraphe d'un livre de Sophie Bessis, donc Les Arabes, les femmes et la liberté. La question féminine est au centre des interrogations que le monde arabe porte sur lui-même, sur son rapport à l'identité et à l'universel. C'est sur le statut des femmes que toutes les mouvances politiques et idéologiques se déterminent. Parce que si les femmes, chargées depuis toujours de porter les signes identitaires, refusent désormais cette charge, il y aurait danger de dissolution de l'identité. Si les modèles d'égalité des sexes se prétendent universels, il faut alors refuser l'universalité pour se réfugier dans la défense du spécifique. Et je pense que c'est un peu notre réflexion pour le moment, c'est cette question d'identité, de groupe et de droits des femmes. Et ça, je pense qu'on est toutes et tous concernés par cette question et je vous remercie. Alors bonsoir, moi c'est Manuela, je suis la dernière, donc je vais essayer de rester dans les temps. Alors mon accent me précède, je suis d'origine italienne, donc je parle en tant que coordinatrice d'une association de jeunesse LGBTQI et je remercie Progène pour m'avoir invitée ce soir. Puisque ça m'a encouragé davantage à mener une réflexion sur les différents éléments qui composent l'identité, mais aussi mon identité. Donc je parle en tant que femme cisgenre, blanche, de l'Europe du Sud, qui n'a pas dû faire ses papiers pour travailler en Belgique. Donc j'essaie de reconnaître aussi mes privilèges en tant que citoyenne européenne. Pour situer un petit peu mon travail à Altavisio, je suis en contact avec la jeunesse LGBTQI, donc avec la jeunesse lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer or questioning, intersexuée, et tout ce que vous voulez ajouter après allosexuel, pansexuel et tout, ça reste, l'acronyme reste ouvert. Et nos objectifs avec les jeunes et l'équipe, c'est de défendre les droits des minorités sexuelles, et sensibiliser à la diversité des identités des genres aussi. C'est là, on le fait à travers des animations scolaires, des formations auprès des professionnels et avec des projets différents qu'on construit avec les jeunes. Donc, en travaillant en Belgique et faisant aussi une comparaison avec mon pays d'origine, l'Italie, on parle souvent avec mes collègues du fait que le cadre légal, effectivement, est très avancé, ici en Belgique, comme pour la communauté LGBTQI, et aussi, d'une certaine manière, pour les femmes, on peut toujours améliorer. Cela dit, on a une loi qui permet aux couples homosexuels de se marier, d'adopter les enfants. On a aussi une loi antidiscrimination qui permet de punir certaines discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, le sexe et d'autres. Et on a aussi une loi sexisme depuis 2014. Et je trouve que c'est une loi qui lutte contre les sexismes dans l'espace public. Et je crois avoir lu que c'est une des plus avancées au monde. Donc voilà, en parlant avec des amis, on m'a même demandé, mais pourquoi travailler dans une association qui lutte contre la discrimination en Belgique, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Ben oui, en fait, oui, les mentalités sont un peu plus lentes dans ces cadres-ci à avancer. Et dans la vie de tous les jours, effectivement, l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie et la biphobie sont des attitudes négatives très présentes encore. Et à la fois, elles donnent lieu à des situations agressives, à des attaques physiques et verbaux. D'autres sont plus pernicieuses. Et elle se cache derrière les non-dits, elle émerge sous forme de moqueries ou de questions. Lors on assume l'orientation sexuelle de quelqu'un, ou on se pose des questions sur l'identité des gens de quelqu'un qui s'écarte des stéréotypes de la masculinité, de la féminité. Et du coup, ce n'est pas du tout facile de se débarrasser de certaines attitudes, puisqu'elles découlent de nos croyances, et nos croyances se forment dans un certain cadre historique, comme on disait tout à l'heure. Et ces cadres se forment aussi dans une société qui est binaire et hétéronormative, comme l'a dit Judith Butler, où les représentations de la femme et de l'homme se construisent sous certains rôles de genre très rigides, en fait. Donc, si je suis ici, c'est aussi parce que j'essaie de faire les liens entre sexisme et ces d'autres formes de discrimination comme l'homophobie, la lesbophobie et la biphobie. Donc, d'un point de vue historique, les mobilisations des mouvements féministes
et du mouvement LGBTQI ont beaucoup fait pour avancer effectivement les mentalités. Et pour moi, les liens entre homophobie et sexisme se fait assez naturellement, puisque soit les mouvements donc, féministes d'un côté et les mouvements LGBTQI de l'autre luttaient pour la même cause, donc luttaient contre les patriarcats, mais aussi contre les cultes de la virilité. Et pour culte de la virilité, je fais référence à tous ces comportements typiquement associés à la masculinité, donc d'autorité, de puissance, d'agressivité, et aussi en fait tous ces comportements qu'aujourd'hui font que les soupçons d'homosexualité envers un homme risquent de remettre en question son identité masculine. Donc pour résumer, en fait, pour un homme, voilà, être accusé d'être gay peut être dans certains contextes très, très fort, une forme d'exclusion. Et dans les cas spécifiques de ces mouvements, je voulais souligner que la condition particulière des femmes lesbiennes, car les femmes lesbiennes, à l'intérieur de ces mouvements féministes, luttaient contre les patriarcats en tant que femmes, mais elle avait aussi une lutte plus spécifique à mener en tant que lesbienne, donc de revendiquer leur orientation sexuelle, et c'est le cas aussi encore aujourd'hui à l'intérieur de la communauté LGBTQI. Les mouvements des femmes lesbiennes ont longtemps souffert de double invisibilisation et des marginalisations. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces mouvements, à l'intérieur des mouvements féministes, elles étaient une minorité, parce que les mouvements féministes étaient un peu plus composés des femmes occidentales, donc bourgeoises, hétérosexuelles, mais aussi au sein de la communauté LGBTQI en fait, parce que l'homosexualité masculine a toujours été plus visible et médiatisée, dans la nécessité de créer des mouvements spécifiques qui revendiquent le lesbianisme comme une vraie orientation sexuelle et comme une forme de pression qui voit l'intersection entre genre et sexualité. Après, l'intersectionnalité a fait qu'elle est partie plus de l'intersection entre classe, race et genre, mais la sexualité en fait partie en fait. Et même si aujourd'hui, donc, comme je disais tout à l'heure, les mentalités ont avancé à cet égard, et les lesbiennes sont un peu plus visibles, en tout cas à Bruxelles, parce qu'avec Altervision, on travaille sur différents territoires en Belgique, mais travailler à Mons, travailler à Liège, travailler et à Bruxelles, ce n'est pas non plus la même chose. Les lesbianismes étaient perçus souvent comme une extension ludique de l'hétérosexualité, c'est-à-dire comme une orientation qui ne pouvait pas menacer la famille hétérosexuelle, puisqu'il y a la croyance que les relations entre les femmes ne génèrent pas une sexualité à part entière. Puisque la pénétration vaginale est considérée comme la seule vraie forme de sexualité, et puisque parce que ne pouvait pas générer les couples normatifs qu'on connaît entre dominant et dominé en fait. Et en plus pour les femmes, pour les femmes en général, mais d'autant plus pour les femmes lesbiennes, il y a une pression très forte sur leur apparence physique qui découle des normes de genre dominantes dans notre société. Donc voilà, cette invisibilisation qui était le cas qui était et qui est toujours le cas pour les femmes lesbiennes, est aussi le cas pour la bisexualité, puisqu'elle est une orientation sexuelle entourée de fausses croyances, et aussi pour les personnes transgenres qui sont très peu visibles à l'intérieur de la communauté LGBTQI et qui font face à beaucoup d'hostilité à l'intérieur de la communauté aussi. Donc, quelle réponse on peut donner pour rendre les minorités sexuelles plus visibles à l'intérieur de la communauté LGBTQI, comme pour les groupes des femmes racisées à l'intérieur d'un féminisme plus universel, mais blanc et exclusif? Moi, je pense que l'intersectionnalité est une bonne clé de lecture pour repenser les sujets femmes à l'intérieur du mouvement féministe. Et c'est poser la question de quelle femme on parle quand on aborde la thématique. Et les conflits internes au mouvement féministe récemment ont amené à penser à l'intersection du genre et d'autres rapports de domination, comme on l'a dit, sous la forme de l'intersection. Pourquoi? D'abord parce que les formes de domination ne sont pas vécues de la même manière. Et puis parce que cela nous aide à construire un sujet politique plus universalisable.
Donc tout à l'heure, une collègue ici a dit, voilà, moi je voulais citer effectivement un féminisme plus inclusif, on l'utilise souvent, mais peut-être plus universalisable, ça peut être encore plus inclusif encore qu'inclusif. C'est la critique intersectionnelle, en fait, ça a été un petit peu c'est qu'on a fait aussi avec la critique queer, avec les mouvements queer dans les années 90. Ça veut dire que le mouvement queer aux États-Unis était un mouvement très politisé qui avait pour but de lutter contre l'hétéropatriarcat. Et à la fois reconnaissait la légitimité de la lutte féministe, donc de la lutte féministe d'un côté, mais sans plaider pour l'égalité, mais plutôt pour valoriser la diversité des identités des genres et des minorités contre les normes dominantes, en essayant de revendiquer une identité des genres non stable et subversive. Donc petit à petit, ce mouvement a disparu et en Europe a pris des formes différentes, mais les mouvements queer s'est approprié du mot queer, étrange, justement pour ne pas se définir et pour ne pas se labelliser. Je vais conclure sur une petite réflexion personnelle, parce que je pense que les mouvements sociaux en général ne doivent pas tomber dans les pièges de la concurrence et de la désolidarisation. Par exemple, ici, quand je travaille à Galvisio, je suis en contact avec la communauté LGBTQ, je trouve que les tensions à l'intérieur de la communauté font que quelquefois on rentre plus dans des dynamiques de concurrence où on revendique les droits plus que d'autres. Et quelquefois on n'est pas assez solidaire entre certains groupes. Et en plus, je pense que c'est pour faire un exemple de solidarisation, cette année, les 21 janvier 2017, suite aux élections politiques de Trump, il y a eu une marche qui a pris des dimensions globales. Et cette marche a été très, très marquante, très importante pour moi parce que avec beaucoup d'associations différentes s'est rassemblée pour contester ce que Trump représente avec sa politique sexiste, homophobe, anti-immigration et sécuritaire. Et c'est Angela Davis qui a tenu un discours de résistance marquant, que c'est la figure du mouvement noir de libération des années 70. Et voilà, je vous laisse avec la citation de Marx. Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Donc ma question et la question que je vous pose, c'est qui sont les classes dominantes d'aujourd'hui? Donc les féminismes, voilà, on parle des féminismes au pluriel. Je trouve que les idées sont avancées, mais les classes dominantes, pas du tout. Donc voilà, quelle classe dominante on est en train de faire face aujourd'hui? Merci.